Maintenant, c'est la débandade. Ils veulent nous germaniser. Nous, on est des Lorrains, on est des Français. On ne va pas se laisser faire. Ils sont venus m'arrêter à 7h30 le matin à l'usine. J'ai eu mes 18 ans dans un cachot de la Gestapo, deux jours avant, c'est sûr, parce que c'était le 24 novembre. Ah ben, suivez-nous, hein. Ben, j'ai dit, j'ai mon casse-croûte là pour un midi, hein. Oh, il n'y a pas besoin, dans 2-3 heures, vous serez de retour. Ça a duré jusqu'en 45. En 1940, la Moselle, au contraire du reste du territoire français, avec l'Alsace, est annexée au Reich. On va avoir l'intégralité du système répressif, coercitif, politique, de surveillance nazie qui se met en place en Moselle. Et dès l'été 40, des Mosellans refusent cette réalité, cette situation de fait, et essayent de s'opposer au nouveau pouvoir, à l'ordre nouveau nazi. J'étais une illuminée, j'étais une Française 110%. Ma mère, quand je rentrais en vacances de Paris, je me mettais en colère quand je lui disais « Maman, tu dis tous les matins Côte-Maille à ta voisine, quand tu peux pas dire bonjour ». Elle me disait « Côte-Maille, c'est la même chose ». Les Allemands sont rentrés le mercredi à Agondange et le jeudi matin, j'ai entendu maman dire « Bonjour, Madame Munzer ». Du coup, elle savait dire bonjour. Je suis rentré dans la résistance par mon frère, qui avait déjà des acquaintances avant avec le Jean Burgère même, et puis différents autres. Par un copain qui travaillait, oui, il habitait dans la cité où j'habitais. Et puis, il m'a discuté, si tu veux. Ben, je dis oui, pourquoi pas, hein, pour défendre. Hein. Comme je ne voulais pas être incorporé dans l'armée allemande, alors j'ai dit tout de suite. On est convoqués, mon frère et moi, pour passer un conseil de révision, pour être incorporés dans ce qu'ils appelaient l'Arbeidsdienst. C'est un service de 6 mois qu'ils doivent accomplir la plupart du temps en Allemagne et qui est en fait une formation paramilitaire déguisée qui a pour but de préparer à une éventuelle incorporation dans la Wehrmacht. On a dit qu'on refusait d'être incorporés dans l'armée allemande. Donc là, ils ont pris nos noms, puis il n'y a pas eu de suite immédiate. Mais le 28 janvier 1943, toute la famille, on a été emmenés dans un camp spécial, comme ils l'appelaient, les PRO, en Haute-Silésie. On rentre avec les PRO vraiment au cœur de la spécificité de ce département annexé de fait. Les PRO, patriotes résistants à l'occupation, on les appelle aussi patriotes proscrits, c'est une autre forme de résistance, c'est l'envers des expulsions de 1940. En 1940, Bürkel, il a expulsé la Moselle francophone vers la France. Il décide, à partir de l'incorporation de force, qu'une nouvelle épuration politique va être nécessaire de populations qu'on demandait à partir vers la France. Ces personnes sont des francophiles, c'est des personnes qui parlaient français, qui refusaient de parler l'allemand, qui refusaient de faire le salut nazi, d'adhérer à une organisation, dont un des fils était réfractaire ou éradé. Mais il décide de ne pas les expulser vers la France, il considère qu'il faut les envoyer en Allemagne, dans le Reich, où on va pouvoir les rééduquer correctement auprès de vrais, de bons nazis. On estime qu'entre 9 et 10 000 personnes, des familles entières, du bébé à la personne âgée, sont envoyées dans ces camps à partir de 1943, essentiellement en janvier 1943, et ils ont interdiction de séjour en Moselle. Bon, bien sûr, en fait, dans la réalité, c'est une forme de déportation. Il n'y a pas véritablement de tentative de rééducation. C'est des personnes qu'on écarte, qu'on fait travailler aussi pour l'économie de guerre. Ils nous ont emmenés travailler dans une usine. Je ne pourrais pas vous dire exactement où elle s'est trouvée. C'était une ancienne usine Bata de chaussures. Ils sont enserrés dans des camps, surveillés par la police, par le parti nazi. Et il n'y a pas véritablement, il y a des contacts avec la population allemande, mais l'objectif en fait est de les écarter de la Moselle pour qu'ils ne puissent pas avoir une mauvaise influence. Et ces personnes vont surtout subir les bombardements très violents sur l'Allemagne, puisqu'ils se trouvent dans des camps à proximité des villes. Et puis surtout, peut-être le drame le plus important, c'est l'offensive soviétique à partir de 1945, notamment vers la Prusse orientale, où là, ces populations sont considérées comme allemandes par les soviétiques et vont subir des violences extrêmement brutales de la part des soldats de l'armée rouge.
Dans toutes les familles mosellanes ou presque se pose la question de savoir s'il faut rester avec les risques encourus et les conséquences ou partir. Partir donc fuir, et fuir ça signifie passer cette frontière lorraine. Je faisais passer ou des prisonniers ou alors des jeunes qui ne voulaient pas partir à l'armée allemande. J'ai commencé en 1942. Il y a des milliers de prisonniers de guerre français dans des Frontstalag en Moselle qui souhaitent fuir la Moselle, qui souhaitent s'échapper. Et on a donc des Mosellans qui tout de suite leur viennent en aide, leur apportent du secours, du ravitaillement et leur font passer la nouvelle frontière qui vient de se mettre en place. Ces filières vont ensuite, bien sûr, à partir de la mise en place du service du travail obligatoire au printemps 1941, puis de l'incorporation de force en août 1942, ces filières vont tout naturellement aider ces nouvelles populations, ces nouveaux réfractaires qui tentent d'échapper aux mesures d'incorporation. On a un rôle important ici des prêtres, de certains ordres religieux qui, notamment dans les filières de passeurs, pour des buts humanitaires et pour des buts de charité chrétienne, vont s'impliquer dans la résistance. C'est Sœur Hélène sur Metz, mais on peut situer par exemple la filière du chanoine d'Elval entre Moyeuvre et l'hôpital de Jeuf, ou encore la filière de l'abbé Roche. On cherchait, par exemple, pour pouvoir loger les prisonniers qui se sauvaient, pour qu'ils puissent passer 2-3 jours, quand il y avait quelque chose d'approprié pour les emmener. Il fallait trouver du ravitaillement pour eux. Mon frère, c'est lui et Somacal et Pouilleux qui prenaient les prisonniers en charge à la gare de Metz et qui nous les amenaient jusque chez nous, à la gare d'Aumoville. Alors après, c'est nous qui les passions. J'avais des tas de contacts avec des ouvriers qui venaient de France et qui pouvaient ramener des fausses cartes d'identité, des cartes d'alimentation et tout ça. Nous avons des passeurs mortais mosellans qui travaillent en Moselle et qui, grâce à leur aller-retour régulier et à leur laissez-passer, sont également entrés dans les filières d'évasion de prisonniers de guerre, ou tout simplement, à titre individuel, ont réussi à faire en sorte d'aider des personnes pourchassées pour traverser la frontière lorraine. Et donc il y a souvent des rôles assez bien répartis, une personne qui héberge, une autre qui fournit le ravitaillement, qui fournit des vêtements civils, il faut procurer des faux papiers, il faut procurer des tickets de ravitaillement, il faut pouvoir aller acheter des tickets de train pour que la personne puisse passer le train parce qu'elle ne parle pas allemand. Bon. Et il faut, de l'autre côté de la frontière, bien sûr, des points de chute. On a une propagande nazie qui matraque à longueur de journée, à longueur de presse et d'affiches la population pour la convaincre qu'elle est allemande et qu'elle accepte l'ordre nouveau. Et donc il faut, à contrario, montrer à la population que la France est toujours là et qu'on peut compter sur elle et que la guerre n'est pas perdue et que finalement les nazis perdront. J'ai eu un contact avec, je ne sais même plus avec qui c'était, je crois un nommé Rocard, qui se faisait prénommer Max. Fernand Aubrecht, Rocard, tout ça, c'est des jeunes, enfin des jeunes, ils avaient mon âge, qu'on a contactés et qui étaient prêts à en découdre avec les Allemands. La première chose qu'on nous faisait faire, c'était la distribution de tracts. Et c'est moi qui coltinais quelquefois les tracts, soit à Montigny, soit à Rombas, soit à Moyeuvre. C'était toujours un peu hasardeux. On distribue des tracts dans les casiers, dans des boîtes aux lettres, on les donne à des collègues de travail. On colle des papillons rapidement, comme ça, une sortie d'usine qu'on colle sur un mur ou sur une machine. On se réunit pour discuter, on écoute la radio, puis on diffuse les nouvelles de la BBC auprès de ses camarades. C'est une espèce de résistance de l'esprit pour essayer d'éveiller les consciences et d'inciter d'autres personnes à passer à l'action résistante. Comme ma maman avait encore un corset des années 1900 qui se tirait avec des ficelles dans le dos, elle me le donnait et je mettais déjà des tracts sur moi, avec ce corset qui me tenait bien. Et j'avais sur le porte-bagages un petit panier avec du foin ou des herbes ou du bois où je cachais le restant des tracts. Donc ce lundi de Pâques, je quitte la rue Lavaquinière. En haut de cette côte, j'ai vu la Feldgendarmerie, la gendarmerie. Ils avaient des plaques en métal qui arrêtaient tout le monde. J'ai eu le réflexe de dégrafer mon porte-jartel. J'ai accéléré et je me suis arrêté pile devant chez les gendarmes. Je leur ai dit « Heil Hitler ». Il m'arrive un pépin, je viens de faire sauter ma jartelle, vous voulez me tenir ma bicyclette?
Alors ils ont dit, mais bien sûr, et je n'étais pas chiche, j'ai bien relevé ma robe, bien, pas mal. Et j'ai raccommodé ce porte-jartel et je leur ai dit merci et je suis repartie. Mais là, j'ai eu chaud. Et puis après, je suis rentré dans l'équipe de sabotage. Oui, c'était sabotage, distribution de tracts et puis collecte d'argent. Sabotage au fond de la mine. Il y a des jours qui ne sortaient pas beaucoup de wagons parce qu'on faisait tout notre possible pour ne pas charger, dérailler ou bien autre chose. On sabotait les rames les wagons, quoi. On mettait du sable dans les boîtes de coussinets. Quand il y aurait le feu des fermes allemandes, je devais faire sauter la centrale électrique de la Haubousse. Et on voulait trouver des armes, au cas où. Et on en a trouvé des armes. C'était un revolver de la Gestapo qu'on avait récupéré à Saint-Julien-les-Metz quand on en a envoyé un. Il y a un Gestapo qui nous cassait les pieds, il était fin sous, on l'a fichu par-dessus le pont, puis voilà, bien avant. Moi j'avais une équipe de Audin-le-Tiche et de... Oh, le Bled, je ne sais pas. De Ucange-Clutange, qui allait me chercher des armes à la ligne Maginot, parce que ça pullulait d'armes là-bas. Hein. Ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont laissé les armes, à part ceux du fort de Vécrin. Hein. Ça, c'était des Lorrains qui ont défendu le fort de Vécrin. Et mettre les armes en sécurité. Le groupe Mariot, qui est un des groupes les plus connus en Moselle et les plus importants, c'est un groupe d'obédience communiste, organisé par d'anciens leaders syndicaux de la CGT ou du Parti communiste avant-guerre, très impliqués dans le combat antifasciste ou dans le cadre du Front populaire dans les années 30, et qui se rencontrent à partir de 1941, qui vont développer rapidement, essentiellement dans le bassin sidérurgique, dans le bassin houiller et dans les ateliers de chemin de fer, rencontrer d'anciens camarades et développer des groupes qui ont pour but propagande anti-nazie, action de sabotage à l'intérieur des usines et des mines, et puis ensuite tentative de passage à une action armée plus développée. Ah ben, on s'occupait de ce qu'il faudrait faire, il faudrait s'organiser, parce que faire de la résistance, c'est beau, c'est bien, mais s'il n'y a pas de base de départ, s'il n'y a pas des militaires de départ, des gens compétents, hein, on ne fait rien devant. Il y avait un chef, c'était le Jean Burgère, qui s'occupait de tout. Après, il y avait toutes les petites associations, comme nous à Montois, c'était une quinzaine. La préparation était conçue comme ça. Des groupes de 3, dont un des groupes du 3 ne connaissait que l'autre groupe, le chef du groupe des 3. Les cellules s'étaient bien organisées, hein, comme moi avec mon frère et sa femme, mariés, lui sans enfant, moi célibataire. S'il y en a un des 3 qui est pris, les 2 autres, ils foutent le camp. Dans l'heure qui suit. Mais vous savez, ils étaient un peu inconscients. Chacun connaissait chacun. À des rares exceptions près. Dans le groupe Mariot, qui est un jeune qui venait collecter hein, les cotisations, et il a été arrêté, et sur lui, il avait toute une liste. Je crois que la fois-là, ça a coûté l'arrestation de 50 des nôtres. Alors, la répression de la résistance, elle est extrêmement brutale, elle est progressive. C'est une répression, tout d'abord, menée par les polices allemandes, et par la plus importante, celle qui est la plus connue, c'est-à-dire la Gestapo. Cette Gestapo, elle est implantée à Metz, à Thionville, à Sarrebourg, à Saint-Avold et à Sarreguemines. Aux alentours de 250 à 300 fonctionnaires qui travaillent sur la Moselle. À titre de comparaison, pour la Basse-Normandie, par exemple, c'est 40 policiers. Il y avait 18 douaniers et 2 ou 4 Gestapo ici, rien que dans la localité, parce qu'on est tout près de la frontière. Ces policiers, ce ne sont pas comme un peu, on peut voir dans les images d'Épinal, des espèces de brutes analphabètes qui ne font que torturer. Ce sont des policiers de métier très bien formés, qui ont 20 à 25 ans de métier derrière eux. Et de l'autre côté, des gens qui ne sont pas des professionnels, qui agissent parfois avec imprudence, parfois avec naïveté. Et donc c'est ce conflit entre ces deux forces qui va entraîner une véritable hécatombe de la résistance. Le moyen utilisé assez couramment, c'est celui de l'espion infiltré. On se fait passer pour un prisonnier de guerre, on rentre dans une filière, on remonte cette filière et on la dénonce.
Il y avait quelqu'un qui nous avait dénoncé. De toute façon, c'était un gars qui s'était fait passer comme... Il avait été arrêté et il avait été acheté par la Gestapo. Il s'est infiltré comme passeur. Et puis quand il a connu toute la filière, eh ben, c'est fini. On l'a su après. Dans notre filière, il y a eu une infiltration. Un gars de la Gestapo, Schank, qui était lorrain. Eh ben, ils sont arrivés à 6 h du matin chez mes parents. Mon père n'était pas là, il travaillait. Et ben, ils m'ont embarqué tout de suite. Ils ont fouillé la maison, jeté toutes les affaires par terre. Ils ont trouvé évidemment des faux papiers. Là, j'étais arrêtée. Madame Schunk arrêtée. On nous a ramené Monsieur Schunk de l'usine déjà arrangé. J'avais posé une permission pour aller voir ma tante, hein. Alors, je croyais que c'était pour ça. J'ouvre la porte, 2 gifles, je ne voyais plus rien. Mais je vous assure qu'ils avaient une façon originale de donner les gifles. Hein. Ils ne vous donnaient pas comme ça, ils savaient comme ça. Ils m'ont enlevé mon cache-col, c'était au mois de janvier. Ils m'ont brodé les yeux, enlevé la ceinture du pantalon pour m'attacher les mains. Et puis ils m'ont mis contre le mur en cognant la tête dans le mur. Ils avaient perquisitionné chez moi, quand ils avaient mon adresse, quand commençaient à faire. Alors là, sur la table, il y avait une valise, il y avait des centaines de tracts, même qui venaient d'Angleterre. Il y avait des bouquins, des correspondances, il y avait plein de trucs. Et puis même une photo du général de Gaulle dans un cadre. Ils nous ont interrogés, bien sûr. Il y a eu des coups de téléphone. Ils ont tout de suite dit, c'est vous qui vous êtes évadé de Haute-Silésie. Donc ils étaient déjà... Ça faisait 2 jours qu'on était partis. Ils avaient réquisitionné le 12, 14 et 16 de la rue de Verdun, qui est aujourd'hui rue Leclerc de Haute-Coque. Il y avait déjà les Schunk, moi, les Sinner, et ils sont montés à Pierrevillers, ils ont ramassé le Joseph Kirsten. Qu'on nous avait dit qu'on allait au Volksgerichtshof à Berlin, la Cour suprême. Et là, il y avait pas de prison, hein, c'était... Ben à ce moment-là, j'ai la trouille. Parce que pendant les interrogatoires, naturellement, comme on a refusé d'aller dans l'Arbeidins, ils nous menacent d'être fusillés comme déserteurs. Si vous vous êtes évadés, c'est absolument ce qu'ils voulaient savoir. Ils pensaient qu'on avait une adresse de passeur. Et tout était axé là-dessus. Bon, j'étais interrogé, remis dans le cachot. Mais le lendemain, le 25, ça n'a pas été la même chose. Et c'est là que j'ai été battu. Et c'est là que j'ai dû me retourner avec un air de bœuf, je pense. C'est là que j'ai perdu l'œil. Mais ils m'ont toujours dit, mais vous êtes FTP, vous? Non, je dis, moi je ne suis pas FTP, moi. Je dis, où c'est que vous allez chercher ça? Hein? Ah, oui, mais vous savez l'allemand? Je dis, oui, je sais l'allemand. Je dis, lire et écrire. Alors pourquoi que j'irais me mettre, moi, dans les terroristes? Alors ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Hein. Alors là, mais moi je n'ai jamais rien dit. Pourtant j'en connaissais qui étaient dans le groupe. Ben, j'ai jamais pipé un mot. Et là, je suis arrivé donc le lendemain à la Gestapo. Et là, les choses sérieuses ont commencé. Voilà. Vous voyez, je ne fais plus la fanfarondin. Enfin, j'étais reçu à bras ouverts, hein. À coups de chaise, à coups de bâton, à coups de trique, à coups de poing. Il a fallu que je compte les dents que j'ai crachées. Et ils m'ont collé sur la table. Ils m'ont mis une serviette éponge dans la bouche. Ils ont mal calculé leur coup. Ma gorge était sur l'arête de la table. Et ils me disaient, tu connais de Mario? Alors les coups pleuvaient à coups de trique, à coups de poing. Je ne sais pas comment je suis sortie de ce bureau. Je ne sais pas comment j'ai atterri dans cette cellule en bas. J'étais un petit peu partie.
La Gestapo, bien sûr, a ses propres camps. Il y a des prisons qui dépendent de la justice, mais la Gestapo a besoin de ses propres lieux pour garder les détenus sous la main en attendant de savoir ce qu'elle va faire d'eux, en fonction des dossiers. La première de ces prisons, c'est le Grand Séminaire de Metz, à partir de la fin 41, début 42, qui devient la prison officielle de la Gestapo. C'est plus de 6000 personnes qui ont passé par cette prison. En fait, la Gestapo les place, regarde le dossier, puis voit ce qu'elle fait d'eux. Libération, transmission à la justice ou envoi dans un camp ou une prison. Le Grand Séminaire souffre de problèmes d'organisation. Il y a des maladies qui se répandent, la gale, la tuberculose. Il y a des évasions très nombreuses et la Gestapo doit trouver une autre solution. À partir du 1er août 1943, elle crée une annexe du Grand Séminaire à Wappy, sous la forme d'un camp de baraque, qui peut accueillir de 500 à 600 personnes, qui va permettre de désengorger le Grand Séminaire. Où en fait, on va avoir de plus en plus que des femmes au Grand Séminaire. Et en plus, Wappy est bien situé, puisqu'il se situe en face des usines Obus, et ça permet d'envoyer des commandos de détenus travailler aux usines qui sont juste en face. Le Grand Séminaire et Wappy, c'est une espèce de centre de triage des prisonniers, de toutes catégories, que ce soit des résistants ou du droit commun. Et à partir d'octobre 1943, la Gestapo va se doter d'un 3e camp à Metz, qui s'appelle le Fort de Queuleux, camp spécial SS du Fort de Queuleux. C'est un camp créé par un service de la Gestapo. Ce service, qui s'appelle le Commando Kappel, n'a qu'un but, détruire la résistance communiste, détruire le groupe Mario. À partir de 1944, Queuleux va ouvrir ses portes à d'autres détenus, des réfractaires, des déserteurs, et des gens, par exemple, arrêtés lors de la rafle de Longeville-les-Saint-Avold le 3 juin 1944. Et Queuleux, par contre, il n'y a qu'une destination, quasiment, c'est les camps de concentration, Nassweiler et Ravensbrück. Queuleux, c'est pas un bâtiment, c'est un fort qui est clôturé, je sais pas, sur 40-50 hectares. Hein. On ne savait pas grand-chose, mais on savait qu'il s'y passait de drôles de choses. Il y avait 2-3 SS derrière nous qui nous poussaient, qui nous disaient « Los, los, los ». Un coup de crosse, là, ils nous ont fait descendre de la voiture. On a descendu les marches. C'est pas descendre les marches, c'est les dégringoler jusqu'en bas. Oh ben, ils nous ont relevés, ça hurlait, les chiens hurlaient, ils leur cognaient la tête dans le mur. Il faut bien vous dire maintenant que c'est les yeux bandés. Hein. Là-dedans, ça gueule tout le temps. Les SS font exprès. Et là, on nous emmène donc dans cette fameuse pièce devant le bureau du commandant où on est resté des heures les bras en l'air. On a été reçus par le commandant, Hempel, qui nous a dit « Ici, c'est l'enfer, le démon, c'est moi, et il faut oublier votre nom pour toute l'existence de votre vie. » Et là, il nous donnait notre numéro. Et il m'a dit à moi, il dit, Burgère, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus Burgère, tu t'appelles 144. J'avais le numéro 17, Zipsen. Si on me demande qui vous êtes, Zipsen. Naturellement, le coup classique que presque tous les prisonniers ont connu. Il chuchotait dans l'oreille. Comment que tu t'appelles? J'ai commencé à dire mon nom, mais après, je ne sais pas que j'avais déjà pris une derrière la figure, mais quelque chose de maison. Hein. Vous avez le numéro 17, vous appelez plus Kaufmann, c'est terminé. La 3e fois qu'il a passé, il m'a dit, comment tu t'appelles? 144. Ah, j'avais baissé la tête, hein. J'ai cru que j'allais encore en recevoir, mais c'était fini. Terminé. À l'époque de la première nuit au fort de Queuleux, il y avait déjà les membres de mon groupe de résistance de Basius qui étaient au fort de Queuleux. La durée de détention à Queuleux, c'était la durée des interrogatoires. Bon, alors, ça pouvait être quelques semaines, ça pouvait être des mois. Et alors là, on nous a emmenés en cellule. C'était une grande cellule, la cellule 6. Il faut bien comprendre que c'était des cellules collectives où il y avait entre 40 et 60 détenus. J'ai eu les yeux bandés pendant 94 jours. Vous savez ce que c'est? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ils avaient toutes sortes de méthodes, vous savez, pour vous ramollir, pour vous rabaisser, ma serpillière que je prends pour laver ma cuisine est mieux que ce qu'ils ont fait de nous, hein. Vraiment. Donc de chaque cellule collective, hein, je parle toujours de cellules collectives, ils avaient mis une lessiveuse avec une planche, carrément une lessiveuse, avec une planche, et sur ordre du SS, matin et soir, à tour de rôle, il fallait aller sur la lessiveuse. L'hygiène, c'était quelque chose, je dis, presque pire que les coups. C'était horrible.
pendant, je sais pas moi, il me semble qu'on a pu prendre une douche en juillet, je sais pas si vous voyez, depuis mars jusqu'à juillet. Nous étions 16 heures assis, sans être adossés, les genoux un contre l'autre, les menottes en vue et la tête à gauche. Mais quand vous êtes là, pendant presque 16 heures, assis là, et sans bouger, mais vous n'arrivez pas à tenir longtemps le coup. Il y en a qui sont devenus fous au fort de Creux. Alors, il y en a un là, il a même été... il a voulu arracher le fusil du garde. Et puis, il y avait encore 2 autres gardes dehors, ils sont rentrés. Ils ont arrivé à leur foutre sur le lit, puis ils ont appelé le commandant. Le commandant l'a massacré à coups de botte. Et il l'a tué, hein, net. Il y a des jeunes SS qui s'amusaient à passer comme ça, puis ils venaient, vous mettaient le canon en dessous, comme ça, en dessous du nez, pour voir si vous voyiez quelque chose. Si vous faisiez un geste parce qu'il y avait un canon de fusil devant vous, ça y est, vous foutez une trempe. Hein. Il y a un jeune SS qui vient, là, et puis il me dit, t'as des grands cheveux, toi. Ouf. Je pensais en moi-même que ça peut être... Alors je le regarde comme ça, droit dans les yeux, hein. Ne me regarde pas comme ça. Alors là, j'ai subi le soir une de ces tortures, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors ça a commencé vers 9 h du soir jusqu'à 4 h du matin. La marche au canard, sauter comme un mouton, faire des pompes, et tout ça, tout le temps. Et puis un coup, quand je ne pouvais plus, que j'étais un peu fatigué, aller un coup de corse dans les reins, et puis ça marchait tout seul après. Mais c'était des bêtes brutes. Hein. Je me suis demandé s'ils avaient des frères, des sœurs ou des mères ou des enfants. Mais il y a un seul que si j'avais attrapé, hein, c'est peut-être un peu parler cru, mais c'était le Hempen, le commandant du fort. Si je l'aurais attrapé, je l'aurais fait subir ce qu'il m'a fait subir, en douce. Et après, je l'aurais remis au acquis de droit. Ah. C'était ça, le fort de Creux. Moi, ma seule chose, c'était de m'évader. Premièrement, pour s'évader, il faut déjà qu'il y en ait un qui pense. Ça, c'est Micheletti. Les SS ne venaient pas avec nous, là-bas, sur les lieux où on vidait les latrines, naturellement, parce que, peut-être pour une chose, peut-être pour l'autre. Le 19 au matin, on prend les lessiveuses, on s'amène sous cette cheminée d'aération. Donc, on avait l'escabeau, la barre de fer. Avec la barre de fer, on a attrapé les c'était des poutrelles métalliques dans cette cheminée-là, qu'on avait fait accrocher. On s'est accroché après, on a grimpé après la barre de fer. On a raccroché l'escabeau, on a fait ça 2 fois. 6 heures sonnaient au clocher de Queuleux quand on a franchi la dernière barrière. On se disait, à 4, on va être trop repérable. Alors, il a fallu se séparer. Moi, j'avais une devise. Moi, je sais pourquoi je suis arrêtée. Au moins, je ne suis pas arrêtée pour rien. Je leur en ai fait baver. Ils vont me tuer, je m'en fous, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et puis nous, on gagnera la guerre. Voilà. Et quand le Gestapo, au cours d'un interrogatoire, a dit « Vieux mus, nous devons gagner la guerre ». Oh, je dis, vous l'avez dans le baba, monsieur. Parce que nous, on ne dit pas vieux mus, nous, on dit « nous, on gagne la guerre ». Il ne faut pas, nous, on la gagne. Vous savez, à un moment donné, on nous l'a presque reproché, cette chance. On nous a dit, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas être là? C'est pas la peine de nous demander, on se le demandait nous-mêmes. On a tout un sentiment de culpabilité, même si on ne l'avoue pas. Pourquoi elle est morte et pas moi? C'est pas juste. Pareil, on a eu de la chance. Voilà, moi j'ai rien. Ce que voulez-vous que je vous dise d'autre?